Bonjour à toutes et à tous. Merci à Teach for Belgium, à Étienne de Noël, de m'avoir proposé de venir m'exprimer après une telle intervention. Je vais donc tenter un exercice compliqué, à savoir résumer les 320 pages de la feuille de route du pacte d'excellence en une bonne demi-heure, mais surtout vous éclairer sur comment on a commencé, où on en est et où on va aller. Alors, premier élément que j'ai choisi de vous montrer, je repars également, comme M. Schleicher, de schéma. Et le premier schéma que j'ai choisi de vous montrer, c'est celui qui parle de nos résultats PISA. Alors, c'est un indicateur parmi d'autres, évidemment, PISA, mais vous voyez que nos résultats sont inférieurs aux résultats des pays voisins. Les pays voisins sont en rouge. Alors, on est dans une espèce de moyenne qu'on peut appeler insatisfaisante, en sciences et en maths surtout, en lecture un petit peu moins, mais évidemment, on peut mieux faire. Ça, c'est le premier constat sur lequel se sont appuyés les différents acteurs du pacte. Deuxième constat, et mon prédécesseur en a largement parlé, c'est le taux de redoublement chez nous en Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, un élève de 15 ans sur 2 en fédération a déjà doublé au moins une fois. Pour prendre un point de comparaison, en Flandre, c'est un élève sur 4. Donc c'est la moitié de chez nous. Et dernier indicateur, notre système est un système inéquitable. Alors ça vaut chez nous en fédération, ça vaut aussi en Flandre. Vous voyez qu'on est situé sur les mêmes lignes. Ça veut dire tout simplement que oui, notre société est inégalitaire et que l'école ne contribue pas à réduire ces inégalités, mais par contre, d'une certaine manière, elle les maintient, voire parfois, elle les augmente. Par contre, quand on regarde ces 3 slides, on doit directement nuancer ce niveau de performance. Pourquoi ? Parce que le score PISA de 50% de nos écoles atteint des niveaux bons, très bons, voire excellents. Donc, plus de la moitié de nos écoles sont dans des scores tels que ceux-là. Autre élément important qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'on a une dispersion dans les résultats de nos écoles, mais dans les résultats de nos écoles qui parfois scolarisent des publics semblables. Par exemple, des publics à indice socio-économique faible, eh bien, certaines écoles, avec les mêmes indices socio-économiques, font beaucoup mieux que d'autres. Ça veut dire qu'elles ont sans doute davantage de bonnes pratiques qui sont observées chez nous, mais aussi ailleurs dans le monde. Et en fin de compte, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les résultats d'un système au niveau macro sont liés à la somme de tous les résultats que chaque enseignant obtient dans sa classe chaque jour. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, des dizaines de milliers d'enseignants réussissent ce défi. Donc forcément, les indicateurs que nous avons pris au niveau du diagnostic qui a été fait en 2015 se doivent d'être nuancés par rapport à ce que je viens de dire ici. Alors, ici, j'ai posé le diagnostic. C'est un diagnostic qui a été fait sans complaisance. C'était juste avant que j'arrive personnellement comme ministre de l'Éducation. Et ça a été lancé par ma prédécesseure en concertation avec les associations de parents, les pouvoirs organisateurs de tous les réseaux et les différents syndicats. Alors, c'est ce groupe composé de 20 personnes, ceux qu'on appelle finalement les corps intermédiaires, ceux qui représentent les enseignants, les directeurs et les parents, qui se sont mobilisés dès le démarrage dans le processus du pacte. Alors, à quoi a ressemblé ce processus et surtout, que va-t-il devenir ? Eh bien, le pacte a commencé avec la phase du diagnostic, je viens de la résumer. En juillet 2015, des objectifs prioritaires ont été fixés sur base de ce diagnostic et 13 groupes de travail ont été créés. Un sur les maternelles, sur le rôle des directeurs, sur le futur tronc commun, donc les compétences et les savoirs. Un autre sur l'enseignement qualifiant. Et tous ces groupes de travail ont remis des propositions de mesures, des contributions, en priorisant donc différentes initiatives. Alors ça a donné ce qu'on a appelé l'avis numéro 2 du groupe central. Ça paraît un peu jargonnant, ce groupe central, mais c'est évidemment les associations de parents, les PO et les syndicats. Et dans cet avis numéro 2, on a évalué les initiatives, on a fait des simulations budgétaires, on a procédé à des arbitrages. Quand je dis on, c'est toujours ce groupe central. Et puis, ils ont rédigé l'avis numéro 3 qui est arrivé en mars 2017.
Cet avis numéro 3 a fait l'objet, entre décembre et mars, d'une large consultation et a amené différentes corrections, puisque les enseignants, les directeurs, par rapport à l'avis du mois de décembre, ont estimé qu'il y avait des choses qui leur faisaient peur, qui devaient être ajustées ou pour lesquelles il fallait prendre des précautions ou des conditions de mise en œuvre. Et donc ça a été fait. Et aujourd'hui, depuis mars 2017, nous nous employons, quand je dis nous, c'est évidemment mon cabinet et toute l'équipe, mais aussi à l'administration, ce qu'on a appelé la cellule opérationnelle de changement. Ce sont des personnes qui ont été recrutées et qui travaillent avec l'administration, ou d'autres qui étaient déjà à l'administration et qui ont rejoint la cellule, et qui, comme pour le plan Marshall en Wallonie, vont suivre le pacte depuis ses débuts jusqu'à sa mise en œuvre complète. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, évidemment, le pacte va transcender les législatures. C'est parce qu'il a été conçu et rédigé par des acteurs qui sont les PO, les syndicats et les associations de parents, et que cette cellule de changement, elle suit de très près la mise en œuvre au-delà des différentes législatures et des élections. Pendant toutes ces années, on a également mis en place un processus participatif. Alors, vous voyez dans le slide différents éléments. D'abord, les groupes de travail dont je viens de parler, qui ont vraiment planché sur les mesures. Et puis, il y a eu différentes consultations. Il y a eu, au moment de la rédaction de l'avis 3, des séances d'information. Il y en a eu une trentaine, grand public. Il y a eu aussi des focus group. Il y a eu également, sur les grilles horaires, une conférence de consensus, des communes et des élèves visités par des bus de proximité. Donc, pas mal de démarches qui ont été lancées et qui continuent. Donc, rien que pour cette année, par exemple, l'année scolaire qui est en cours, on a eu 8 formations IFC. Atanor, qui est un opérateur de démarche participative, a organisé 3 forums pour les enseignants et 3 agoras de discussion pour les parents. Et on a également la Haute École Galilée qui organise des événements en lien avec des thèmes bien précis et pour lesquels, évidemment, les enseignants sont toujours partie prenante. Les années prochaines vont voir le même genre de démarche se poursuivre, parce qu'on pense évidemment qu'il y a l'information, mais il y a aussi la participation réelle sur des thématiques bien précises ou de manière plus large, comme on le fait également aujourd'hui. Vous avez ici des objectifs qui sont les objectifs que le pacte s'est fixé à l'horizon 2030. Alors vous avez des objectifs en termes de savoir et compétences, en termes d'équité, en termes de progression et en termes d'épanouissement personnel. Alors, dans les objectifs de savoir et compétences, c'est évidemment en lien avec des indicateurs qui sont des indicateurs chiffrés. Alors, chaque école ne va pas devoir atteindre des indicateurs chiffrés les mêmes que l'ensemble du système ou les mêmes que l'école voisine. Chaque école va se fixer des objectifs personnels, ça je vais y venir quand je parlerai des plans de pilotage, mais sur l'ensemble du système, on doit, d'ici 2030, améliorer évidemment nos résultats aux enquêtes PISA, mais aussi nos résultats dans les épreuves externes certificatives, le CEB, le CE1D, le CESS. En ce qui concerne la réduction des inégalités, mais là évidemment il y a des enquêtes PISA tous les 3 ans avec des focus clairs. On veut rejoindre la moyenne des pays voisins à l'horizon 2030. Sur le taux de redoublement, on s'est fixé un objectif ambitieux. J'ai cité la Flandre tout à l'heure, ce n'est pas par hasard. On veut d'ici 2030 diminuer de moitié de notre taux de redoublement. Comment? Mais pas évidemment en laissant passer tous les élèves sans acquérir les compétences. Ça paraît évident, mais certains, à un moment donné, l'ont dit. Souvenez-vous, dans la presse, on avait des gros titres, on va interdire le redoublement. C'est absolument pas l'objectif, parce que quand on voit ici, on veut le diminuer. Comment? J'y viendrai tout à l'heure, avec des dispositifs, avec aussi des moyens complémentaires qui seront dégagés pour soutenir les élèves les plus en difficulté. On a également, dans les indicateurs, par exemple, le taux de changement d'école. C'est important, on se rend compte que des élèves qui changent régulièrement d'école, c'est qu'à un moment donné, soit ils ne sont pas bien dans leur école, soit ils veulent le faire pour éviter de redoubler. Et donc ça, c'est un indicateur intéressant qui devra être observé. Et enfin, on construit des indicateurs liés au bien-être parce qu'ils ne sont pas évidents. Ils sont en train d'être construits par justement la cellule du pacte. Dernier slide un peu technique, c'est le budget, ce qu'on appelle entre nous la bosse. Pourquoi? Parce que le pacte prévoit un investissement et prévoit des effets retours. Pour que la trajectoire budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles soit soutenable, on a imaginé des investissements jusqu'en 2025. Les premiers ont commencé il y a 1 an et demi déjà en maternelle, j'y viendrai. Et puis, à un moment donné, on a des effets retours qui permettent d'atteindre finalement 50 millions d'investissements
pour la Fédération Wallonie-Bruxelles en vitesse de croisière. Vous voyez ici, il y a deux colonnes simplement parce que la colonne rouge, c'est celle de l'ajusté 2019. Donc, on a revu un petit peu. Vous avez vu qu'on a investi un peu plus que prévu dans les premières années. Et puis, finalement, l'équilibre se refait par la suite. Alors, un élément important du pacte aussi, c'est qu'on est devant un ensemble de mesures qui se veut cohérent. L'idée n'était pas d'aligner des réformes les unes après les autres. L'idée était de les prévoir, de les anticiper, de les faire courir sur un temps long, parce que l'école, et on l'a vu tout à l'heure, le slide était intéressant, un quart accepte de changer dans le monde scolaire, un quart des acteurs. Et les 3 autres quarts, si à un moment donné on amène des réformes tous les 6 mois, on sait que ça ne marchera pas. Donc l'idée est ici d'avoir un temps long, 10 ans, pour l'implémentation des différentes réformes. Et j'ai voulu prendre ici 5 ensembles de mesures. La première porte sur le maternel, la deuxième sur le tronc commun, donc le parcours de l'élève jusqu'à 15 ans. La troisième, c'est sur le secondaire supérieur. Le 4e ensemble de mesures, c'est tout le nouveau modèle de gouvernance et de pilotage. Et enfin, le dernier porte sur évidemment le métier d'enseignant. Et on en a aussi parlé, notre intervenant précédent en a parlé. Alors sur les maternelles. Les maternelles, c'est la base de tout. Et tous les acteurs du pacte se sont mis d'accord pour commencer par là. C'est un lieu de socialisation important pour l'enfant, c'est aussi le lieu de l'apprentissage du langage, a fortiori ici le français, si la langue d'enseignement n'est pas la langue parlée à la maison. Et c'est pour cette raison, par exemple, que je suis très heureuse qu'il y a une semaine, le Parlement fédéral a voté l'obligation scolaire à 5 ans. C'est quelque chose pour lequel on se battait depuis longtemps. C'était la dernière compétence qui restait au fédéral en matière d'enseignement. Et d'ici 1 an, donc d'ici la rentrée prochaine, pas 2019 septembre, mais septembre 2020, les enfants seront obligés d'aller à l'école à partir de 5 ans. Ça valorise le travail de toutes les enseignantes et tous les enseignants qui disent que oui, il y a bien 97% des élèves qui sont inscrits en maternelle. Mais beaucoup ne fréquentent pas régulièrement. Or, on peut déjà constater des différences à cet âge-là. Alors, d'autres éléments qui prouvent qu'on a voulu renforcer les maternelles et qu'on le fait. On a renforcé l'encadrement avec 50 millions en plus. D'abord, on a augmenté le nombre d'institutrices en classe en diminuant les paliers de comptage pour ouvrir des classes. Ça, c'est un élément important parce qu'en fait, quand on regarde, et on le voyait dans ce que mon prédécesseur a dit, quand on regarde le taux d'encadrement, donc le nombre d'enseignants par nombre d'élèves chez nous en fédération, on ne se situe pas du tout mal par rapport à la moyenne des pays voisins, sauf en maternelle, où on avait une moyenne inférieure à la moyenne européenne en termes de taux d'encadrement. Donc c'est normal que c'est là qu'on a renforcé l'encadrement. Pour la première fois, l'école maternelle va avoir un référentiel qui sera décliné en programme, évidemment, suivant les réseaux, mais un référentiel de compétences à atteindre pour tous les enfants en maternelle. On l'a appelé le référentiel des compétences initiales. Il est en phase de finalisation avec des inspecteurs, des enseignants qui y ont contribué. L'idée, c'est basé évidemment sur ce qui existe déjà dans les classes maternelles. L'idée n'est pas de primariser les maternelles. L'idée est bien de toujours continuer à favoriser la créativité, mais aussi l'apprentissage du langage. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en plus de ça, on ajoute des périodes complémentaires de soutien à la langue d'apprentissage dès les maternelles en fonction des niveaux des élèves. Et enfin, la gratuité totale démarrera l'année prochaine pour les premières maternelles. Il y a donc des moyens complémentaires budgétaires qui seront amenés aux écoles pour faire en sorte que les écoles ne réclament plus des frais scolaires en maternelle. On n'allait pas évidemment demander aux écoles de mettre en place la gratuité sans compenser, c'était impensable. Et donc, le décret a été voté il y a 15 jours de ça. Le tronc commun maintenant, au niveau du tronc commun, on pourrait en parler pendant 1 heure. Simplement, l'enjeu principal, c'est d'amener un maximum d'élèves à des compétences élevées à 15 ans. En faisant quoi? Eh bien, d'abord en ouvrant davantage le tronc commun, en l'ouvrant sur de nouvelles compétences. Et évidemment, dans l'intervention de M. Schleicher, on a bien vu qu'on a besoin de nouvelles compétences. En numérique, sans doute, mais des compétences qui sont aussi transversales. La créativité, apprendre à apprendre, apprendre à s'orienter. Tout ça, ce sont des compétences qui doivent être développées dans le tronc commun, en même temps qu'on l'ouvre sur des compétences plus polytechniques, plus artistiques, parce qu'on a aujourd'hui un tronc commun qui est très logico-verbal et qui, parfois, ne fait pas suffisamment sens par rapport aux élèves.
qu'ils aient 8 ans ou qu'ils aient 14 ans. Et mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il faut rendre les apprentissages pertinents. Et c'est ça que le tronc commun s'emploie à faire. Avec la réécriture, c'est vrai, des référentiels de toutes les disciplines, avec des GT qui sont à l'œuvre, des groupes de travail qui sont à l'œuvre aujourd'hui, pour qui ce n'est pas toujours évident, parce qu'on rebat les cartes, on se dit qu'est-ce qui est vraiment indispensable en mathématiques, comment est-ce qu'on peut élever le niveau de nos élèves en mathématiques, mais comment est-ce qu'on peut aussi, au niveau artistique, faire en sorte qu'on ait davantage d'expression corporelle, davantage de musique ou de chant choral dans les classes. Ce sont des vraies questions, c'est un vrai débat qui frotte parfois, évidemment, parce que quand vous mettez autour d'une table, et on l'a fait lors de la conférence de consensus, des enseignants de français, de mathématiques, d'éducation physique, bien chacun dira qu'il faut évidemment beaucoup plus d'heures dans sa propre compétence. Donc l'objectif des groupes de travail des référentiels, c'est bien d'avoir un équilibre dans tous les savoirs et dans toutes les compétences qui seront travaillées jusqu'à 15 ans. Un élément important dans le tronc commun, c'est la lutte contre le redoublement et donc l'accompagnement personnalisé en fonction des besoins des élèves. Et je pense que le tronc commun, on ne pourra pas le réussir sans ça. Sans permettre qu'à certains moments de la semaine, qu'à certains moments de l'année, on ait des groupes différents, des groupes qui se font par niveau, des périodes qui seront inscrites dans la grille horaire où on pourra vraiment cibler les besoins de l'élève. Donc il y a évidemment une remédiation qui doit se faire en classe, c'est ce qu'on appelle la différenciation, et on sait que différencier quand on a une classe de 25 élèves, ce n'est pas simple. C'est pour cette raison qu'on travaille aujourd'hui avec des consortiums composés d'enseignants et de chercheurs en hautes écoles sur des outils de remédiation, essentiellement numériques, mais pas que. Donc ils ont réalisé un cadastre d'outils, et l'année prochaine, on va tester ces outils dans plus de 80 écoles qui seront portées volontaires, puisqu'elles ont répondu à l'appel à projet. Elles seront volontaires dans ces expériences pilotes, elles testeront les outils dans leur classe, en première et deuxième année du secondaire, mais aussi en primaire, où là, plutôt que de tester des outils, il y aura des périodes complémentaires qui seront données aux enseignants pour parfois diviser la classe en deux et travailler essentiellement des apprentissages autour de la lecture. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un appel à projet comme celui-là ? Parce qu'on a des moyens budgétaires, donc vraiment du NTPP, du capital période, qui arrivent à partir de l'année prochaine, mais on n'allait pas le mettre dans toutes les écoles, sinon ça aurait été quelques périodes et ça aurait donné du saupoudrage. Donc à terme, dans 7 ans, on aura dans toutes les écoles des moyens complémentaires pour la remédiation et l'accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, les écoles nous disent, et les enseignants le font, on le sait, on veut soutenir les élèves en difficulté, on les prend sur notre temps de midi, on organise les horaires autrement, mais à chaque fois, on le fait avec les moyens dont on dispose. Et ces moyens peuvent être augmentés, donc ça fait 50 millions, j'ai parlé de 50 millions en maternelle, il y aura 50 millions en plus pour la remédiation et l'accompagnement personnalisé dans le tronc commun. J'arrive maintenant au secondaire supérieur. Après le tronc commun, un certificat qui est le même pour tous, plus d'attestation A ou B, qui entraîne des choix qui ne sont pas toujours des choix. On sait que certains élèves arrivent en technique ou dans le qualifiant parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité de continuer ailleurs. Ici, ils choisissent la transition vers les études supérieures ou ils choisissent le qualifiant. Alors s'ils choisissent le qualifiant, ils choisissent un métier. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas une filière, la filière professionnelle ou la filière technique. Ils choisissent un métier dans lequel, évidemment, les grilles horaires seront différentes en fonction du métier choisi. Alors ce modèle, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'en parler parce qu'il est théorique, parce qu'il arrivera en 2027 dans nos écoles. Donc quand on dit que le pacte voit le long terme, c'est évidemment parce qu'il faut le temps de construire le modèle. On a construit les maternelles, on construit le tronc commun qui va démarrer en 2020 dans les écoles par les élèves de maternelle et de première, deuxième, et puis seulement on arrivera à l'enseignement qualifiant. Et donc tous ces modèles vont se construire progressivement et je peux vous garantir que comme on l'a fait en maternelle, on construira les différents modèles en discussion avec les différents acteurs, que ce soit les corps intermédiaires, qui sont ceux du groupe central, mais aussi les enseignants qui sont aujourd'hui dans le qualifiant, par exemple. Quatrième volet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le volet des plans de pilotage. Alors, j'ai un slide plus précis par la suite, mais quelques éléments. Ce nouveau mode de gouvernance reposait sur une condition, notamment, qui vient d'être réussie. C'est l'autonomisation du réseau officiel de la communauté française. Ce réseau qui auparavant, qui jusqu'à peu, était sous l'autorité du ministre, va devenir autonome, avec un conseil d'administration indépendant, ce qui permettra au pouvoir régulateur, au gouvernement et au Parlement d'être à égale distance de tous les réseaux.
Ce n'était pas simple, on n'était pas sûr d'y arriver. C'était une condition à remplir pour que chaque plan de pilotage soit évalué par le pouvoir régulateur avec la même distance. Et ça n'aurait pas pu être le cas si le ministre avait encore les 2 casquettes. 2 éléments encore que je voulais souligner. Les écoles en écart de performance sont les écoles qui, aujourd'hui, souffrent le plus de difficultés. Il y en a 20 qui sont rentrées dans une expérience pilote dans laquelle on les accompagne, plus spécifiquement, avec des diagnostics plus pointus encore que les plans de pilotage des autres écoles. Et en parallèle, par rapport au plan de pilotage, on a voulu, pour les directeurs du fondamental, renforcer leur aide administrative. On l'a doublée par rapport à ceux qui rentrent dans les plans de pilotage. Alors certains vous diront, et être directeur du fondamental, c'est un peu être homme ou femme orchestre, c'est pas simple. Ils vous diront que l'aide administrative est encore insuffisante, mais c'est la première fois qu'on arrivait vraiment à dégager des moyens. Et ça, c'est grâce à toute cette logique des plans de pilotage, puisqu'on voulait aussi leur laisser le temps pour l'activité pédagogique de leadership qu'ils mènent dans leur école sur les plans de pilotage. Donc je reviendrai par contre à la logique des plans de pilotage par la suite. Dernier élément, dernier ensemble de mesures cohérentes, c'est vous, parce que je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle, c'est tout l'enjeu des enseignants. D'abord, la formation initiale. Alors, ce n'était pas un point vraiment du pacte, mais il était intimement lié. Et mon collègue de l'enseignement supérieur l'a fait voter il y a 1 mois. Nous allons allonger la formation initiale des enseignants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va juste rajouter 1 an. L'idée est évidemment, dans cette année, de rajouter, et tout au long du cursus, de rajouter de nouvelles compétences. Et des compétences qui sont en lien avec ce qu'on attend des enseignants qui seront dans le futur tronc commun. Donc des compétences numériques, c'est sûr, mais aussi des compétences par rapport au français en tant que langue étrangère. Il y aura des crédits pour tous les enseignants, pour vous donner un exemple, et pas seulement une option ou un appariement. Autre élément important, tout l'enjeu de la détection des besoins spécifiques et des aménagements raisonnables. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants nous disent qu'ils ne se sentent pas outillés. Par ailleurs, on a mis des outils à disposition qui sont des fiches aménagements raisonnables en ligne. Pour ceux que ça intéresse, elles commencent à être un peu connues et on a fait ça parce qu'on sait que vous avez de plus en plus dans vos classes des enfants à besoins spécifiques. Mais donc tout ça va faire partie de la future formation initiale avec à la clé, c'est vrai, une valorisation du barème. Et ça, ce barème devrait être discuté au début de la législature prochaine. Donc il fait bien partie des enjeux fondamentaux qui vont arriver pour le prochain gouvernement. Mais ça figure aussi dans la logique du pacte. La formation continuée sera renforcée aussi, elle passera de 4 à 6 jours, dont certains jours qui ne seront pas du temps pris face à la classe, mais qui seront par contre rémunérés. Parce qu'on sait que parfois, quitter sa classe, ce n'est pas toujours évident. Après, on pourra aussi évidemment parler des enjeux de pénurie qu'on connaît depuis déjà quelques années. Et enfin, dernier point qui rejoint ce que mon prédécesseur a dit, l'importance du travail en équipe. Travailler en équipe, c'est quelque chose qui est très agréable quand on est dans une école. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de pratiquer parce qu'on est encore chacun dans sa classe, dans ses programmes, dans ses cours. Le travail collaboratif va être généralisé puisqu'il y aura 2 heures par semaine ou 60 heures par an. Elles pourront être organisées comme l'école le souhaite. Ça sera d'ailleurs à travers la concertation locale de l'école et les plans de pilotage que ces heures seront organisées. On pense évidemment à des heures autour, par exemple, dans l'enseignement qualifiant, d'examens, d'épreuves de qualification qui sont construites en commun. On pense aux pratiques qui existent déjà aujourd'hui et qui seront valorisées dans ces heures collaboratives. Des enseignants qui, à la fin du mois d'août, se mettent d'accord au sein d'un même degré ou d'une même discipline pour voir comment ils vont construire leur année, autour de quel projet, autour de quelle séquence. Tout ça sera évidemment déjà valorisé, mais il y aura cette volonté de travailler davantage en équipe. Être observé dans une classe, par exemple, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facilement vécu, mais quand on le pratique et que c'est préparé, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a une réelle plus-value parce qu'on apprend toujours l'un de l'autre. Quand on voit aujourd'hui, je prends un cas très concret, des classes inclusives, donc des classes de l'enseignement spécialisé qui sont dans des écoles ordinaires et qu'on voit comment les enseignants du spécialisé et de l'ordinaire collaborent entre eux et apprennent l'un de l'autre, on se dit qu'on doit davantage pratiquer ça dans les écoles, quelle qu'elle soit, et c'est évidemment un élément fondateur des plans de pilotage. Et j'en arrive maintenant à ces plans de pilotage. Alors ces plans de pilotage, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Ils ont l'objectif de mettre les écoles en chantier, en réflexion. Alors non, le mot management n'est pas un gros mot. J'ai souvent entendu ça quand on parlait des plans de pilotage, on nous disait on veut faire rentrer une dynamique de management dans l'école.
Mais le management, il peut être collaboratif, il peut être participatif, et ça veut simplement dire qu'on se met en route ensemble, qu'on définit des objectifs et des stratégies. Alors comment est-ce qu'on le fait? Eh bien d'abord, il y a tout ce moment important de la mobilisation. Aujourd'hui, des écoles viennent de rentrer dans la deuxième vague et les conseillers pédagogiques de chaque réseau sont dans cette phase de sensibilisation et de mobilisation. Pourquoi faire un plan de pilotage? Ensuite, on réalise un état des lieux. Ce qui a été fait sans complaisance pour le pacte, pour le système scolaire dans son échelle macro, on veut le réaliser école par école. Chaque école, quand elle regarde son tableau de bord avec ses indicateurs, le type d'option, le nombre d'élèves, les changements d'école, les résultats aux épreuves externes, évidemment, mais chaque école peut percevoir ses forces et ses faiblesses. Et souvent, on a tendance à les percevoir, mais pas vraiment à les voir écrites, à les réaliser et à se dire « mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau comme enseignant, moi comme directeur, pour améliorer un petit peu plus chaque jour ces indicateurs dans mon école ?» Et donc, on se définit des objectifs pour sa propre école, pas par rapport à l'école qui est dans la rue à côté, des objectifs à atteindre en 6 ans. C'est du long terme. Ça ne veut pas dire que chaque année, chaque enseignant va dans sa classe être évalué. Ça aussi, j'ai vu beaucoup de rumeurs qui couraient, et qui courent sans doute toujours. Mais donc, chaque enseignant ne va pas être évalué sur les résultats de chaque élève chaque année. Après 3 ans, il y aura une évaluation faite en collaboration avec le DCO. Et avant ça, évidemment, avant l'évaluation, eh bien, il y aura ce contrat d'objectifs qui sera défini avec les stratégies. Et l'école va finalement signer ce contrat d'objectifs avec le pouvoir régulateur. D'où l'importance, je l'ai dit tout à l'heure, que tous les pouvoirs organisateurs, toutes les écoles soient à égale distance du pouvoir régulateur. Dernier élément, évidemment, avant d'arriver aux 3 ans et à l'évaluation, l'école va se mettre en route. Après cette mise en chantier, elle va se mettre en route, elle va définir des actions et elle va voir comment elle peut, dans la manière d'organiser peut-être les cours, dans la manière d'organiser sa remédiation, elle va voir comment elle peut améliorer la situation de son école. Ça peut passer de résultats en mathématiques au bien-être dans la cour de récréation. Les stratégies seront variées puisque les réalités varient d'une école à l'autre et c'est bien ça l'objectif, c'est de voir comment on peut améliorer sa propre réalité. Je vais passer peut-être assez rapidement, je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps. Étienne, 5 minutes, mon Dieu. Alors voilà, vous avez le calendrier ici. Alors le calendrier, je ne vais pas passer tous les points, parce qu'il y a 3 années. Mais sur l'année 2017-2018, vous voyez qu'on a déjà mis en œuvre pas mal de choses. Je ne reparle plus des maternelles. Peut-être parler des aménagements raisonnables et des besoins spécifiques, justement, parce que je n'en ai pas parlé précédemment. Un décret important a été voté à l'unanimité par le Parlement qui met en place toute une procédure de discussion entre l'école, les parents et le centre PMS pour ces aménagements raisonnables. Ce n'est pas toujours évident, parce que vous êtes parent d'un enfant à besoins spécifiques, vous arrivez et vous dites « mon enfant a ça », et j'aimerais qu'on puisse aménager ça pour lui. Et l'école, elle doit faire ce qui est possible, ce qui est raisonnable pour elle. Et donc, il y a un décret qui organise ça. Il y aura l'année prochaine des moyens supplémentaires, donc des moyens budgétaires pour ces aménagements raisonnables dans les écoles. Mais c'est vrai que le décret a déjà été voté et que c'est en route déjà aujourd'hui. Vous voyez à la fin, et je l'ai déjà cité, qu'il y a le lancement des groupes de travail référentiels. C'était l'année dernière. Ils arrivent en phase de finalisation pour le moment. Alors cette année, elle était bien chargée, cette année. Vous le voyez, et la plupart des puces, ce sont en fait des décrets que nous avons votés pour la plupart. Il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas encore votés. Celui qui n'est pas voté, vous le voyez, il est un peu plus clair, c'est notamment le code du futur tronc commun. C'est un élément important, il va arriver au Parlement en discussion dans 1 semaine, après les congés. Je crois que c'est évidemment un des éléments fondateurs. Il y avait les plans de pilotage, il y a le tronc commun. Le tronc commun qui a comme objectif, je le redis, de vraiment se pencher sur ce qui fait sens pour l'élève et sur cette possibilité de l'amener au maximum de ses compétences. On arrive également avec d'autres éléments qui sont en cours. Vous voyez les écoles en écart de performance, il y avait 20 écoles, il y en aura plus, mais ça, ce n'est pas encore en place pour le moment. On a déployé des moyens complémentaires pour la langue. Je prends cet exemple-là, mais c'est un élément important. Vous avez peut-être ici, dans vos écoles, des primo-arrivants ou même des DASPA, des dispositifs d'accueil pour ces primo-arrivants. Les moyens budgétaires sont renforcés et on a également prévu des moyens en français langue d'apprentissage pour des élèves qui ne sont pas forcément primo-arrivants, mais qui sont des francophones fragiles. Et on en a dans nos classes et ces moyens vont être affectés par l'intermédiaire tout simplement d'un test
Donc l'inspection a construit un test d'évaluation du niveau de langage et ça va clairement venir, je pense, en soutien de certaines écoles qui aujourd'hui se retrouvent sans moyens complémentaires par rapport à des élèves qui sont parfois en 2e secondaire et dont le français ne leur permet pas de suivre. C'est une dynamique qu'on veut poursuivre. Vous voyez tous les enjeux des années prochaines, l'année prochaine, notamment le dossier d'accompagnement de l'élève qui devra commencer en maternelle et qui visera en fait à suivre la progression de l'élève, ses forces, ses faiblesses. Si tout va bien, il n'y aura peut-être pas grand-chose dans le dossier, mais s'il y a des difficultés, eh bien l'école expliquera ce qu'elle a mis en place pour lui. Tout l'enjeu des centres PMS aussi, l'enjeu des barèmes, il est indiqué. Quand on dit barème des enseignants, il y a aussi tout l'enjeu des barèmes des directions. Et les moyens budgétaires pour la remédiation et la différenciation, j'en ai parlé puisque j'ai parlé d'abord d'expérience pilote pour cette année. Pour la suite, ce sera des moyens récurrents et structurels. Le pacte en vitesse de croisière, ce sera quoi? Ce sera vraiment ce constat qu'on est tous d'accord, je pense. Le statu quo n'est pas possible. Alors évidemment, sur l'ensemble des mesures, on n'est pas non plus tous d'accord. C'est clair que si on avait mis et si on avait pris chaque enseignant dans sa classe, si on lui avait demandé quel aurait été son pacte, ça n'aurait pas été forcément les 300 pages. Mais aujourd'hui, ces 300 pages, cette feuille de route, c'est le résultat d'un équilibre qui n'est pas une réforme de plus, mais qui est une vision à long terme et cohérente. Et donc, on va continuer à construire progressivement les différentes étapes pour avoir une école innovante qui est en phase avec l'évolution du XXIe siècle, avec les prochains défis que vous voyez ici, qui sont d'implémenter dans les écoles tous les nouveaux dispositifs. Les plans de pilotage se poursuivent et les échos qu'on reçoit sont, je trouve, beaucoup plus nuancés qu'ils ne l'étaient il y a un an, et les dernières mesures vont arriver. Alors avant de conclure, je voudrais simplement vous parler de 2 écoles que j'ai visitées cette semaine. Alors la première école, c'était hier. C'était une école du réseau officiel dont les bâtiments sont dans un état très, très compliqué. Et j'ai été rendre visite à des élèves qui sont en 6e année technique de qualification artistique, et ces élèves, avec l'aide de leurs enseignants, avec l'aide d'une conseillère pédagogique du réseau, ont réalisé des petites capsules sur les plans de pilotage qui expliquent en quoi consistent les plans de pilotage. Ils ont fait ça avec une technique d'animation qui est le stop motion. J'en ai beaucoup appris hier là-dessus. Et c'était d'une qualité vraiment professionnelle. Et donc quand je vois comment ces élèves ont réussi, dans un contexte de bâtiment qui n'était pas évident, à gagner cette motivation, parce que c'est un travail d'ailleurs, cette technique du stop motion qui vise, comme dans les films d'animation, à accumuler les photos et puis après à faire des montages. Quand je vois ce qu'ils ont fait, avec, heureusement évidemment, des ordinateurs et un bon équipement, je me dis qu'il y a tous les jours de petits miracles dans les écoles et je suis sûre que vous y contribuez tous. Alors le deuxième exemple, c'est une école aussi secondaire que j'ai été visiter cette semaine, c'est beaucoup le secondaire, des élèves de la section coiffure, qui se retrouvent dans des situations où, effectivement, pour eux, le français, ce n'est pas forcément la première langue. Eh bien, depuis 2 ans, cette école organise des mobilités Erasmus+, permettant aux élèves d'aller 1 mois dans des salons de coiffure renommés en Italie ou dans le sud de la France. Et ces élèves découvrent des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir ici. Donc, je pense qu'on est à nouveau dans des écoles qui sont particulièrement motivées et qui portent leurs élèves à bout de bras. Et c'est ça que j'avais envie de partager aussi avec vous aujourd'hui. En conclusion, c'est que pour toutes ces écoles, il y a un mot-clé qui est une conclusion sur laquelle je vous laisserai aujourd'hui. Elle est tirée de Eric Emmanuel Schmitt, et ce mot-clé, c'est l'optimisme. Il nous dit tout simplement ceci: l'optimisme est un combat, et je suis sûre qu'ensemble, on pourra continuer. Merci à vous.